sûr, hein, si la parcelle était auprès de la maison, dans l'herbe comme ça avec du trèfle, bah, elle serait heureuse, quoi. Ouais, il y a 3 sortes de trèfle. Du régrat anglais, bah, c'est celui qu'on voit beaucoup là. Et de la fléole, de la fétuque élevée. Voilà, il y a 3 graminées, puis 3 légumineuses. Ah, c'est bien que ça va donner de l'herbe normalement toute l'année avec conditions. La parcelle ici, elle est très hétérogène. Il y a une partie qui est très mouillée parce que bah, elle a une forme de cuvette, donc l'eau reste là l'hiver. Et puis les coins sont séchants. Alors, donc je suis né ici, quoi. J'ai toujours habité ici toute ma jeunesse. L'exploitation était là. Donc bah, il y avait une stabulation, enfin une étable à l'époque pour les vaches, une stabulation après, et puis des bâtiments de stockage. Et donc en 2007, on est parti à Carreau. Et donc après, donc, on a eu toute une zone, comme j'avais quitté l'exploitation. Donc il y a des maisons qui ont pu se construire à côté, puisqu'il n'y a plus d'exploitation agricole. Et donc nous, on a eu pas mal, bah, toute la zone là, elle est constructible. Donc il y a 2 terrains qui sont... Il y a un qui est vendu, le deuxième qui va sans doute pas traîner à être vendu. Et donc les conditions, on avait déjà eu un premier acquéreur, mais il fallait qu'on démolisse les bâtiments. Donc les bâtiments ont été démolis. Et donc bah, il reste tout le béton là, qui va être enlevé dans les semaines à venir. Et donc bah, voilà, il ne restera plus rien de l'exploitation. Bah, moi, ça me... Comment on peut dire on devrait avoir un passement de cœur, mais moi, j'en ai pas, puisque je n'ai pas que des bons souvenirs, naturellement, puisque mon père et ma mère qui étaient exploitants avant moi, là, donc mon père qui est décédé très très jeune. Donc, bah, en fait, ouais, c'est pas... Contrairement à certains, moi, ça ne m'attriste pas que la ferme n'existe plus, quoi. Ça peut sembler peut-être bizarre pour certains, mais en tout cas pas pour moi, quoi. Donc et puis ben, on a redémarré une vie ailleurs, peut-être pas meilleure, mais en tout cas on a démarré une vie ailleurs, quoi. Ah ben, moi les souvenirs que j'ai, des souvenirs de mon enfance, c'était mon père avait un pulvérisateur à l'époque, donc il en faisait pour lui, mais aussi pour des tiers. Et donc derrière, il y avait une espèce de garage, qui est toujours un garage actuellement. Et donc il mettait ses produits, ce qu'on appelle les produits phyto. Aujourd'hui, il les mettait là. À l'époque, on appelait ça vulgairement, c'était tout du désherbant. En fait, c'était pas forcément du désherbant, mais c'était le nom du désherbant. Et donc j'ai souvenir de boîtes de carton là. Ben, avec des odeurs très fortes, pas forcément désagréables, mais des odeurs très fortes. Et donc les souvenirs de mon père en période de traitement, donc je savais pas, quand on a 5-6 ans, on n'a pas la notion des saisons ni du temps, mais j'ai les souvenirs de mon père avec les mains jaunes à la saison, là, qu'il utilisait des colorants nitrés. Donc il avait du colorant partout sur les mains, les doigts tout jaunes, l'intérieur des mains, les doigts, enfin partout, quoi. Il y en avait, ça remontait des fois jusqu'au poignet. Donc partout il y avait du colorant nitré, quoi. Le colorant nitré, donc c'était un désherbant, donc c'était du dinozèbe ou du dinoterbe, ça c'est le nom de la matière active, quoi. Et donc c'est un produit qui a la spécificité en plus de passer à travers la peau, puisque je ne sais pas si vous avez souvenir, mais quand il y avait le maïs sous plastique, donc on utilisait ce désherbant-là, parce que ce désherbant-là, il passait à travers le plastique pour détruire les mauvaises herbes qu'il y avait en dessous. Et c'était le seul désherbant qui pouvait passer à travers le plastique.
Donc évidemment, il avait une faculté terrible à passer à travers la peau. S'il passait à travers le plastique, donc il passait forcément à travers la peau, quoi. La chambre de mes parents était en face de la fenêtre à l'époque, parce que ma mère avait rénové la maison après. Ça devait être fait beaucoup plus tôt, mais comme mon père est tombé malade, donc ça avait été mis en stand-by. Et donc de voir mon père dans le lit, là, alité, quoi. Et quand on est enfant, je le répète souvent, mais on n'a pas conscience que ses parents peuvent mourir. Quand ils sont malades, ils vont forcément guérir, quoi. C'est toujours l'idée qu'on peut en avoir. Et donc, pour moi, il était malade et il allait forcément guérir. Et le jour où ma mère nous a dit qu'il n'allait pas guérir, c'est quelque chose que moi et ma soeur, on a eu beaucoup de mal à comprendre, quoi. Ma soeur, on a sans doute compris un petit peu mieux parce qu'elle avait un an et demi de plus que moi. Et donc, quand je fais le bilan depuis 40 ans, c'est vrai que c'est normal, c'est la vie. Mais il y a beaucoup de voisins qui sont morts. Et quand je compte, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont décédés d'un cancer, quoi. Et ça, c'est... Et quand j'en discute toujours avec les gens avec qui je travaille, pas forcément dans le travail quotidien, mais des fournisseurs ou des marchands de machines, quand je leur dis, voilà, moi j'ai eu des soucis de santé, donc je fais attention, ils me disent, et ils posent la question, ah oui, c'est dû à quoi? Je dis, moi je soupçonne les pesticides. Alors souvent ils me répondent, c'est marrant parce que mon père est agriculteur, mon père est mort, ou mon père a eu un cancer, ou mon père a un cancer. En fait, ma femme, par rapport à ma maladie, elle a toujours eu bon espoir et puis elle m'a toujours remonté le moral. Elle me disait, mais t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, t'es pas affaibli, t'es pris suffisamment tôt, t'es allé au docteur assez tôt. En fait, elle a toujours eu un message de réconfort et d'espoir, même si à un moment donné, elle a peut-être pu avoir des doutes, mais en fait, quand j'étais en chimio, donc là, on est forcément défait physiquement, donc là, elle a eu un espèce de burn-out, quoi. Elle a été pendant 3 semaines allongée. Elle ne pouvait plus travailler, elle était complètement fatiguée, donc elle s'est reposée pendant 3 semaines et c'est reparti. Mais après, elle m'a dit que c'était le choc quand on était allé chez le médecin qui nous dit, asseyez-vous, j'en ai pas pour longtemps, vous avez un cancer. Il dit ça d'une façon très... pour lui, très simple, naturellement, mais quand on est la personne malade, c'est quand même si on a quand même des... On sait au fond de soi que c'est forcément ça, mais l'entendre de la part d'un professionnel, c'est quand même pas rassurant, quoi. Le diagnostic est posé d'une façon claire, toutes les preuves sont là, vous avez un cancer, donc voilà. Donc ça a été difficile pour moi, mais finalement je pense que ça a été aussi difficile pour ma femme, quoi. Donc c'est ce choc-là qu'elle a eu, qu'elle n'a pas pu exprimer, en fait. Elle a repris sur elle et donc ça l'a fatiguée. Déjà la veille de Noël, quand j'avais eu les premiers résultats de la biopsie, il m'avait quand même pas rassuré. Et donc là, j'ai eu les mains froides pendant plusieurs jours. Donc ça c'est le souvenir que j'ai, hein, les mains glacées pendant quelques jours. Surtout avant Noël, c'est jamais... il n'y a pas de bonne date pour avoir une mauvaise nouvelle, mais surtout avant Noël, quand on a des jeunes enfants, c'est quand même... je dirais pratiquement c'est pire, quoi. Parce que les enfants, ils veulent fêter Noël, tout. Surtout mes petites, elles croyaient encore au Père Noël à ce moment-là. Donc voilà, il faut faire comme si tout va bien, quoi. Alors qu'on sait que ça va mal. Donc ça, c'est pas facile. Je pense que tout ça pour ma femme, ça a été très très dur, quoi. Et bon, tant que je n'étais pas sur la bonne voie de la guérison, elle m'a jamais montré un signe de faiblesse, quoi. Quand on a des enfants, déjà c'est une bonne raison de se battre pour guérir. Au moins vivre non seulement pour soi, mais aussi pour ses enfants, quoi.
Donc, mais bon, je pense que, ben, j'espère hein, que pour elles, elles feront attention à tout ce qui peut nuire à leur santé, hein. Donc le tabac, l'alcool, en plus de tout ce qui existe dans la nature, mais pour provoquer des cancers. Mais voilà quoi. Et puis il y a quelques jours, je faisais des obsèques d'un jeune, enfin d'un père de famille qui avait un enfant qui avait 6 ans et l'autre 12 ans. Donc ben, je repensais à ma maladie naturellement, voir les enfants qui perdent leur papa. Donc ça aurait pu arriver à mes filles, quoi. Non, 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 non. Marianne, Marie, Marie, Martine, Martine et la poule Daniela.
Si bien que je commençais vers 13-14 ans à prendre le pulvérisateur. Et puis, évidemment, à l'époque, on ne parlait pas de problème de toxicité. Il y avait quelques emballages avec des têtes de mort, mais bon, on regardait ça et puis on souriait, quoi. Et donc on pensait que la tête de mort, c'était si on a géré le produit, quoi. C'était forcément ça, quoi. C'était le poison, il faut le consommer pour qu'il soit poison, quoi. Et pendant des années, donc j'ai traité sans aucune protection. Puis je pense que dans la fin des années 90, début 2000, là, on a commencé à dire aux agriculteurs qu'il fallait se protéger. Moi, j'ai fait un peu de travaux agricoles en prestation de services pour les agriculteurs. Donc là, j'ai utilisé des pesticides naturellement, surtout herbicides. Pareil, sans protection, ne pensant pas, en n'ayant aucun soupçon, quoi, sur la nocivité de ces produits-là, puisqu'ils étaient sur le marché. Comme tout produit sur le marché, normalement, on ne met pas du poison en vente libre, quoi. Enfin, je crois que c'était le raisonnement simple que je pratiquais, et puis que tout le monde aussi avait acquis, quoi. Et puis en fin 2014, j'ai eu un problème. Je me suis aperçu que j'avais un ganglion dans le cou. Et donc tout de suite, j'ai dit à ma femme, j'ai un cancer. Elle m'a dit, oui, évidemment, tout de suite, les grands mots, quoi. Alors avant de dire que tu as un cancer, d'abord tu vas aller chez le médecin et tu téléphones tout de suite et tu prends rendez-vous. Et donc là, l'infirmier qui me fait la prise de sang, on discute et puis commence à me dire, ah oui, vous êtes agriculteur, donc la pathologie que vous pouvez avoir, parce que je lui avais dit ce qu'était le résultat de l'échographie, adénopathie, donc adénopathie, pour le commun, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans le milieu médical, ils savent bien ce que ça veut dire. Donc il me dit, en tout cas, c'était pas très grave, mais en tout cas, probablement que c'est dû à votre métier d'agriculteur, vous savez, tout ce que vous utilisez. Hop là, donc première alerte, donc je me suis dit, lui, il est contre le système agricole tel que je le pratique, et voilà, tel qu'elle est menée l'agriculture en règle générale, quoi. Puis deuxième fois, il m'en reparle, et puis après il me dit, troisième fois, quatrième fois, c'est peut-être mieux que vous changez de métier, puis ou de changer de façon de travailler, puisque c'est quand même pas très sain tout ça. J'ai travaillé sur le cancer, je connais un peu la problématique, et puis finalement j'en ai parlé au médecin, mon médecin traitant, au cancérologue, donc ils étaient unanimes en disant que tous les pesticides qu'on utilisait ont des effets pervers sur la santé, quoi. Et après, évidemment, ça m'est revenu que j'entendais des gens qui étaient dans l'âge de mon père qui me disaient, ah oui, mais tu sais, ton père, il est parti jeune, mais il en a utilisé des produits aussi, hein. Il pulvérisait, il en a fait de la pulvérisation. Mais quand on est en bonne santé, de toute façon, c'est pas les pratiques qu'on a quotidiennes qui sont responsables. En fait, c'est toujours une cause extérieure, c'est le fait de pas de chance. Voilà, c'est la façon confortable aussi de voir les choses, quoi. Donc là, à ce moment-là, je me suis remémoré tout ce que les gens m'ont dit, quoi. Il y a un médecin qui me dit clairement, je voulais vous voir, vous avez un cancer, voilà. Quel type de cancer, voilà, moi je connais pas, j'ai jamais eu, je savais pas trop, mais bon, j'ai regardé dans mes livres, normalement, si vous avez de la chance, vous allez vous en sortir. Ça va être dur, mais ça devrait y aller, quoi. Donc, à ce moment-là, pendant la chimio, j'ai eu une chimio qui était quand même, moi je trouve assez lourde. Il y en a sans doute qui ont des chimios encore plus lourdes, hein, plus dures. Mais j'étais des semaines entières à l'hôpital me faire perfuser, là. Donc j'avais le temps de réfléchir, hein. Et puis de regarder un peu la télévision. La nuit, je dormais pas. Donc je bouquinais, je regardais des documentaires, et puis finalement, après, je me suis fait un deal en disant, si je m'en sors, je change de façon de travailler, quoi. Je pense à l'agriculture biologique, puisque malgré que j'étais probablement un des premiers détracteurs quand j'étais en bonne santé, je me suis dit, déjà, si je veux m'en sortir, si je veux pas que ça recommence, il faut déjà que j'arrête. Et puis, ce que je n'avais jamais analysé, c'est les dégâts qu'on faisait autour de nous, quoi. Parce qu'en fait, quand nous on pulvérise dans un champ, naturellement on en met sur la culture. Après, la culture, elle finit dans l'assiette d'une façon ou d'une autre, hein. Elle est transformée plusieurs fois, mais
par les animaux ou autres, mais toujours est-il que ça finit forcément dans l'assiette, parce que le métier d'agriculteur, c'est nourrir les gens, quoi. Donc, et puis deuxième chose, il y a aussi par la dérive, quoi, par l'air. Donc, tout ça, c'est des choses que quand on est en bonne santé, ben, on veut pas, ben, on les nie. Alors, est-ce que c'est par conformisme, ou est-ce que c'est par bêtise simplement, ou je sais pas. Enfin, c'est des choses qu'on prend pas en compte en tout cas, quoi. Voilà, le technicien passe, amener les produits. Bah, tu sais que tu as ça à faire à tel stade, tu y vas, puis c'est bon, quoi. Donc, ouais, en fait, aujourd'hui, tout le monde a son iPhone, là, c'est des trucs très très modernes. Tout le monde reçoit des SMS, et puis bah, il peut avoir des alertes qui sont données en termes d'insectes. On peut prévoir. Alors moi, ça me laisse toujours un petit peu sur ma faim quand on dit, voilà, on nous informe que dans 3 jours, il y aura un vol de pucerons, quoi. On nous informe, dans 3 jours, préparez-vous, ils arrivent. Donc, bah, en fait, si elle vole de pucerons, que tous les agriculteurs ont reçu leur SMS, en gros, sur 48 heures, tout le monde a passé les mêmes cultures en même temps, quoi. Et donc, en termes de maladies, bah, c'est pareil, hein, puisque aujourd'hui, les conseils qui sont donnés aux agriculteurs, c'est de semer tôt, pulvériser à un stade bien donné de la culture. Donc, en règle générale, il y a 2-3 types de variétés qui sont mis en termes de précocité. Donc, les semaines de pulvérisation, quand on fait ce qu'on appelle le T1, premier fongicide sur céréales, il est pour tout le monde en même temps, quoi. Donc là, il y a une concentration dans l'air. Et chose que moi, je n'avais jamais... ben, je m'étais jamais inquiété de ça auparavant, quoi. Et puis maintenant, ben, c'est pareil, si quelqu'un pulvérise, en fait, moi, je le sens, quoi. Et ce ressenti, là, si quelqu'un pulvérise, dans mon secteur, allez, 1 kilomètre ou 2 à la ronde, là, et ben, ce goût, là, qui arrive, et j'ai des nausées, quoi. Et puis, j'ai du mal à dormir. Donc, là, c'est ce qu'on ne peut pas imaginer quand on est en bonne santé, qu'on est en conventionnel, quoi. Et quand on est passé par la maladie. On voit, c'est quand on est en bio, on est moins pris dans la course temps, puisque on sait qu'il faut intervenir un peu plus tard. Puisque de toute façon, on n'a pas les produits de synthèse pour pallier aux problèmes qui pourraient arriver. Donc si on analyse bien le taux, on voit que dans les conseils qui sont donnés au monde agricole aujourd'hui, c'est semer très très tôt, avec des protections chimiques très importantes, aussi bien fongiques qu'insecticides sur les céréales, et aussi sur maïs, insecticides. Et donc, quand on est finalement naturellement désaisonné, on a beaucoup plus de risques. Donc, c'est ce qui est conseillé au monde agricole, parce que on est dans une course effrénée ou sans limite. À chaque problème, on a la solution, pour ainsi dire. Donc, et pour gagner toujours quelques quintaux. Et donc, quand on sème tôt, il faut plus de produits. Donc, il faut intervenir plus tôt au printemps, parce qu'on a plus de maladies. Au niveau des adventices, des mauvaises herbes, bon, bah, c'est le pareil, puisque en termes de céréales, si vous semez quand la météo est encore clémente, forcément vous allez avoir des adventices qui vont se mettre en place beaucoup plus facilement. Donc voilà, on est dans... C'est le système très pervers, c'est essayer de gagner, gagner, gagner. Et même maintenant, je souris, mais j'étais pareil, hein, je peux en sourire parce que je peux sourire sur moi, sur ce que j'ai fait.
Du coup, j'ai changé radicalement, puis je me suis dit qu'en fait, en production laitière, c'est quand même un peu plus simple, puisque on peut faire du lait avec de l'herbe. Il fallait que je modifie ma façon de travailler, puisque la pulvérisation, c'est terminé. Et puis dans mon assolement aussi, il fallait que je revoie beaucoup de choses, puisque moi j'avais, malgré ma production laitière, donc c'était beaucoup de maïs et beaucoup de céréales. Les céréales étaient pour vendre, et puis donc je produisais du maïs pour nourrir les vaches. J'achetais beaucoup de soja OGM, puisque sur le marché il n'y en a que ça, pour ainsi dire. Et puis de l'herbe et puis un peu de luzerne, quoi. Donc là, du coup, j'ai semé beaucoup d'herbes, beaucoup de légumineuses, des trèfles, de la luzerne. J'ai encore fait un petit peu de maïs en 2016. J'en referai probablement un petit peu en 2017. Et puis dans les céréales, voilà, j'ai fait des mélanges avec des légumineuses de façon à produire des protéines. Et donc avant, je vendais des céréales pour acheter du soja. Et donc maintenant, je ne vends plus de céréales, je n'achète plus de soja, quoi. Donc je suis plutôt dans la philosophie de l'autonomie. Déjà pour des raisons économiques, et puis en fait, si on prend du recul, qu'on se pose un petit peu, qu'on analyse tout, le monde agricole vit une crise sans précédent, puisque on est dans un système où il faut produire beaucoup, sans garder la valeur ajoutée. C'est pour la distribuer à tout le monde, et au final, quand on a tout payé, il reste rien, quoi. En fait, c'est un métier différent du métier d'agriculteur conventionnel. Par contre, les échanges entre agriculteurs sont plus riches, puisque les gens ils donnent des conseils, quoi. Et voilà, les paysans ils se retrouvent plus librement à parler, et on a l'impression, enfin moi de la façon dont je le vois aujourd'hui, c'est deux agricultures, deux chemins différents, quoi. Le métier change, quoi. C'est différent, c'est plus vivant, quoi. Pour l'instant, je suis assez content, hein. J'ai eu une période quand même très difficile les 6 derniers mois de 2007, puisque on était vraiment passé dans la fin de conversion bio pour les vaches. Donc là, on avait le rendement du bio avec le prix du conventionnel, quoi. Donc là, c'est une période un peu difficile, quoi. Donc nous, on boit du lait, moi je bois du lait, je trouve que le lait est meilleur, je le trouve moins acide. Alors, est-ce que c'est un problème psychologique ou un problème réel? Je sais pas, mais j'ai l'impression que notre lait est meilleur, ça c'est clair. Donc, non, je pense que s'il est meilleur pour moi, il est meilleur pour tout le monde, enfin j'espère. Ouais. Et puis en 95, donc j'ai connu ma femme. Et puis là, j'ai fait aussi dans la difficulté puisque j'ai choisi une Allemande. Et donc on s'est marié en 98. Elle est restée au début un petit peu travailler dans son magasin qu'elle avait en Allemagne. Puis elle a vendu son magasin et elle est venue s'installer avec moi. Donc on est resté ensemble sur l'exploitation que j'avais à la Chapelle-Carreau pendant 2 ans. Et après on a quitté la Chapelle-Carreau pour venir ici. Le problème de la langue qui est compliqué, pas seulement pour nous, pas entre nous, puisque on se parle anglais ou maintenant on a fait beaucoup de progrès en français. Donc c'est moins un obstacle, mais c'est avec l'entourage, quoi. J'avais beaucoup de copains et de copines qu'on se voyait régulièrement, puis du coup ça s'est estompé, quoi. En fait, dans les meilleurs amis que j'avais, quand j'étais jeune, j'en ai gardé qu'un, quoi. Avec qui on a vraiment gardé le contact parce que lui il fait l'effort de parler anglais, ça l'intéresse, il est assez ouvert sur la culture en règle générale. Donc à 5 km de la ferme familiale où j'étais.
Et donc, pour les gens de carreau, on n'est pas de carreau, on est forcément des étrangers. Et puis, pour les gens de carreau, on n'est plus de carreau, quoi. Dans le monde rural, enfin, c'est comme ça, il y a la barrière de la commune, t'es de telle commune ou de telle commune, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est typiquement breton? Je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça, quoi. On est d'une commune ou d'une autre, mais c'est les territoires, il y a des limites qui sont posées, quoi. Donc, en début d'année, j'avais donc fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui m'avait été très très motivée par les médecins qui m'ont soigné, entre autres l'urologue et le médecin traitant. Et donc, quand l'urologue a dû faire le premier document, a fait le premier document, et en fait, qui n'était pas suffisant, il fallait qu'il note comme quoi ma maladie était en lien probable avec mon travail. Donc là, je m'excuse un peu du terme, mais le ballon s'est un petit peu dégonflé, quoi. Donc la secrétaire a répondu à Michel qu'il n'allait pas pouvoir prendre cette responsabilité-là. Donc je suis retourné voir mon médecin traitant qui m'a dit « Mais moi, il n'y a pas de problème, monsieur Rosé, je vais vous faire le document tout de suite et je le fais maintenant. » Donc il me l'a fait et donc il a mis le lien probable avec les pesticides. Donc le protocole s'est enclenché. Donc suite à ça, j'ai rencontré la MSA 3 fois, même plus que 3 fois, 4 ou 5 fois. Donc la première fois, j'ai rencontré une dame, médecin, donc qui m'a posé pas mal de questions, qui a voulu prendre tous mes résultats d'examen, depuis le début de ma pathologie jusqu'à aujourd'hui, qui après m'a donné l'ouverture à la visite d'une dame qui fait de la prévention, avec qui on a sorti toutes les factures pas toutes. On a sorti un grand nombre de factures de produits où il y avait des produits que j'avais utilisés, des pesticides. Et après, j'ai continué la liste pour lui l'envoyer parce que c'était quand même assez long. Et en fait, quand j'ai réalisé cette liste, là, je me suis aperçu que, en fait, il y avait beaucoup de pesticides que j'ai utilisés qui sont interdits. Et quand je cherchais un peu sur Internet, ces produits-là, pour la plupart, étaient cancérigènes. Et donc retirés du marché aujourd'hui. Donc elle a fait son compte rendu qui a donné lieu à une seconde visite d'une autre médecin. Et donc quand j'ai rencontré cette docteure-là, donc elle a approuvé ma démarche. Elle disait c'est très bien, je ne peux que vous encourager. Votre démarche est certainement ce qu'il y a de plus honorable pour qu'on réduise l'utilisation des pesticides, puisque si ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui mènent le combat, la partie sera plus facile à gagner, quoi. Et elle me disait qu'elle, de toute façon, dans son quotidien, elle mangeait bio, puisqu'elle savait les dangers des produits phytosanitaires sur le corps humain. Et donc, moi, j'étais assez confiant, j'en ai fait part à Michel, je lui ai dit, moi, je suis très confiant, puisque la docteure que j'ai vue m'encourage à mener le combat. Et puis, il y a quelques semaines, un coup de téléphone, comme quoi j'étais convoqué d'urgence de retour devant un médecin. Et donc là, ça n'a pas du tout été le même discours. Donc elle a commencé à m'expliquer que dans les molécules que j'avais utilisées, ils en ont retenu que 2, qui pouvaient probablement être cancérigènes sur certains organes, mais pas ceux dont moi j'ai souffert. Donc ça aurait été très très compliqué. Et elle m'a dit aussi, vous nous avez dit que vous avez commencé très très tôt à utiliser des produits phytosanitaires, alors que vous étiez encore à l'école. Mais est-ce que votre mère vous a bien déclaré en tant qu'aide familiale à l'époque? Je lui ai dit naturellement que non. Et bien donc là, il ne s'agit plus de maladie professionnelle dans ces cas-là. Donc je l'ai trouvé un petit peu de mauvaise foi, mais bon, en la quittant, elle m'a dit « Je suppose que vous êtes prêt à mener un combat ». Je lui ai dit « De toute façon, il n'y a pas de doute, je ne vais pas me laisser faire, on verra ce qui arrivera ». Et donc la semaine dernière, j'ai eu un peu le privilège d'aller avec le collectif Soutien aux victimes des pesticides à Paris, rencontrer la direction de la MSA nationale à Paris. Et donc, qui nous ont expliqué que les maladies professionnelles, en fait, il y avait des tableaux, et que ça ne dépendait pas d'eux, que c'était le ministère de la Santé, et qu'ils ne faisaient qu'appliquer les lois.
Et puis finalement, dans le cours de la discussion, on s'est aperçu que si personne ne fait de demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour les maladies hors tableau, il n'y aura jamais d'évolution. Donc, comme quoi notre combat est fondé. Donc je leur ai dit que moi, en tant que syndicaliste, j'allais en faire part à mon syndicat national de façon à ce qu'on communique pour que tous les agriculteurs qui ont une pathologie, au moins qui supposent être liés à leur travail, puissent au moins faire une demande au niveau de la MSA. Elles ne seront pas toutes accordées naturellement, mais c'est bien le nombre de demandes et de reconnaissances qui font évoluer aussi les tableaux, quoi. Donc, dans leur discours, il est un petit peu contradictoire. Et puis, moi, ce que j'aime bien noter dans la MSA, c'est que souvent, ils font un petit peu la sourde oreille pour reconnaître les pathologies liées aux pesticides. Mais par contre, ils ont des gens partout sur le territoire pour faire de la prévention, quoi. Alors la prévention, elle est pour les agriculteurs, mais surtout pour les salariés des agriculteurs, quoi. Salariés des ETA ou des CUMA. Comme quoi, il faut bien se protéger. Enfin. Donc c'est là qu'on voit un peu la contradiction du discours de la MSA, quoi. Mais moi, je n'en veux pas particulièrement à la MSA. Les seuls à qui on pourrait en vouloir, ce sont probablement les gens qui nous reconnaissent la profession, qui sont peut-être un peu naïfs et qui ne veulent pas non plus se salir trop les mains. Puisque on retrouve toujours le même problème, ce qu'elle évoquait tout à l'heure Heike, ma femme. Ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve partout. En fait, c'est la même fratrie, quoi, de la FNSEA. Donc, quand on a des institutions, nos grosses coopératives qui vivent de la vente des produits phyto, c'est compliqué au sein de la même famille de vouloir réduire l'utilisation, quoi. Et je pense aussi qu'il y a quand même un autre souci encore qui est beaucoup plus humain, c'est que les gens qui sont là pour prendre des décisions, entre nos collègues agriculteurs qui pourraient appuyer sur le frein, n'ont pas vécu ce que nous on a vécu, quoi. En tout cas, ils l'ont peut-être vécu dans leur entourage, mais pas chez eux, quoi. Parce que quand on a ce type de pathologie, un cancer, ça déstabilise une famille. Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir, mais à quelques semaines près. Donc, il y a des gens qui restent veufs ou veuves. Donc, c'est quand même des grands drames familiaux. Allez. Allez. My life here in France began for 12 years when I come here to Noël on the farm in La Chapelle-Carreau. Here's a small farm, 23 cows. Mm-hmm. And Laba, I've learned to work with the cows. He has shown me all what I must do. And 2 years later, 2007, we have bought the farm in Carreau. We have bought more cows, make bigger the farm. Mm-hmm. And the beginning was difficult for me because we have now nothing about the farm, the work on the farm, because I was never interested where the food come, where the milk come. Was not so interesting. But now I work on the farm. It's another life, it's a different life. You live plus intensiv.
you are, how can I say this, you feel plus the life. The feeling is more for the life, the Realität. Till now I haven't spoken about this time. Because it was a bit difficult to speak about this or with somebody. When I hear that he has a concert, in the first moment I didn't believe, because he has a look out of santé, strong. But when he was going in the hospital, was about pardon. And they say when he's got dangerous, he leaves the hospital after 4 days, and when it's considered dangerous, he stays only 2 days. And after the operation, he was only 2 days in the hospital, and I understood. It's not so easy. It's it was not very easy. Situation, what we make, what is with Mel, which trip exactly this for the concert. I know in the moment is only that he may to realize the to understand all really it was very difficult. And I think 2 weeks I haven't work. I haven't more the time for the time. I haven't the feeling for the time for Rehabus. And I have helped myself for come back, for help him, for the children, that is all normal for them. Make the work on the farm, the life must go on. You are alone at the moment. Now he has got the psychologue for the illness, for the maladie. Mais what is with the family? Yeah, nobody look for this. You are really alone in the situation. We must pay the factures, c'est normal, but in this moment, all the people, they come really every 3-4 days for us the money. They have, I don't know why. They find that they don't get more the money when he's not more here. Durch depression. Sometimes I hope I haven't opened more the door because I haven't opened the letter, please. I put all in the corner. And this time, only some really good friends their phone. It's not a lot of. But you're really alone in this situation. No person is there for help.
But now, aujourd'hui, our situation is better. The life is better. Plus intensive. And the doctor here say he can make again, but the cancer come back, or he change the métier. He changed something in his life. Then we have spoken about this, what we make, and then we say we make bio. And I think this was a good choice, because now our life is better now. It's plus for our santé. Not only for us, for the children, for all the people. We have not so much facture, we didn't pay so much. It's really easier. We can make, with the money what we spend normally for the chemie or something else, we can buy something for this money. We can live now. I think it was a good idea to change. We are more free in all what we do, and the result of Noël, c'est tout bien, and I don't know more what I say. The 2 years behind us was very difficult, and the time when we have changed from conventional to bio was very hard. Especially the 6 last months before we get the bio. This was very hard. The price of the milk of the conventional was very down. It was difficult to pay the facture all. But now we get, since this year we are bio from January, and we feel that it's all better. We can pay better all, and we can look for the future, what we can make, what we can produce. We have one light, we see one light in the future. You don't see more so black than before. I don't know what I can say. I miss the words.
I'm only happy that we are four together. It's a good start for the next year. Next year will be better again.